tous. Bonjour Claire. Bonjour Paul, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez tout doucement. Nous attendons pour ce webinaire pour lequel je remercie encore le groupe STEF de sa mobilisation. Nous avions 125 préinscrits. Donc on compte sur une 70 participants, n'est-ce pas Claire? Exactement. Voilà, et vous êtes en train d'arriver et 33 participants. Alors, si vous le voulez bien, on joue le jeu de vous laisser le temps de vous brancher, de vous connecter tranquillement. Et puis, nous démarrerons, Claire et moi, avec nos deux intervenants dans, allez, 2 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Bien, on va commencer par les salutations d'usage. Alors, nous sommes bientôt 50 participants et je dois dire que, ma chère Claire, les inscriptions se répartissent sur plusieurs départements. Tu as vu que ta région, la Bourgogne-Franche-Comté, est bien représentée, n'est-ce pas? Effectivement. Et je les salue et je vous salue tous. Je vous salue tous, que vous soyez entrepreneurs du nord de la région d'Auxerre ou de Bourgogne, de Franche-Comté. On vous fait un grand coucou, membres des clubs ou non. Je salue en particulier mon ami Xavier Clément, auditeur ISO 50001, expert dans les domaines de l'énergie, qui est bien fidèle à nos réunions. Et puis la région Aura, bien représentée avec à peu près tous les départements, mais beaucoup le 38, que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques semaines le club énergie AFQP Aura avec ma camarade Valérie Robin. Et il y a plusieurs membres de ce club de PME en route vers la sobriété qui se sont inscrits et qui saluent leur entreprise de proximité, Steph. Des membres d'autres départements, évidemment, toujours l'Est bien représenté, la région parisienne et plus les régions du Sud. Donc, bienvenue à tous. Ce retour d'expérience ISO 50001 sur l'aspect mobilité et immobilité, on va le dire, c'est un premier REX suite à un webinaire pour apprendre, pour s'acculturer, que nous avons fait le 24 novembre, Claire, je crois. Hein, oui, c'est ça. Exactement. Avec l'aide de l'ADEME Aura, qui a été suivi et nous avons décidé de compléter avec du retour d'expérience. Et ce ne fut point difficile de demander au groupe Steph et à Anne Ringuet de bien vouloir témoigner et je les en remercie. Alors avant de se lancer dans leur témoignage que vous devez tous attendre, eh bien on va quand même rappeler ce que c'est que la T2E. Alors la T2E, cette association technique énergie-environnement, bien sûr association loi 1901, qui reste bien au service du ministère de l'Environnement et de la Transition énergétique. C'est 2400 adhérents et n'hésitez pas à adhérer parce que vous avez beaucoup d'apports, je vais revenir dessus, et des délégations. Il y a peu de salariés à cette association, ils sont centrés essentiellement en région parisienne, mais il y a, dans ces 11 délégations, nous sommes en grande majorité des bénévoles, des professionnels de l'énergie, des personnes qui, comme Claire, travaillent à la Chambre de commerce ou comme moi, étions dans une société de services comme l'AFNOR. Et nous organisons des manifestations, des rencontres, des réunions. En fait, nous sommes là pour animer le terrain sur un modèle qui est donné par, bien sûr, la T2E nationale. Les grands thèmes, les 7 domaines d'expertise se répartissent en 2 grands thèmes, en 2 grands pôles. D'abord, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. L'efficacité énergétique, il faut savoir qu'il y a un département maîtrise de l'énergie qui anime une communauté de référents en énergie. Et c'est là que tout l'intérêt pour vous, entrepreneurs ou même professionnels consultants, pour apprendre, eh bien, rejoignez cette communauté des référents. Nous n'allons peu en parler aujourd'hui, mais ce sera, nous assurons sa promotion, notamment dans la réunion dont nous parlerons tout à l'heure avec Claire. Il y a évidemment le club des C2E, le club des certificats d'économie d'énergie, avec des nouveautés 2023. Et la semaine dernière, on a présenté ces nouveautés avec l'aide de la déléguée générale, Elisabeth Tatro et son équipe. On a appris beaucoup de choses sur les C2E 2023. Le club cogénération et 4 programmes C2E nationaux, Oscar, FIBAT, le pacte industrie, dont on parlera avec Claire tout à l'heure, qui met en avant Pro-RFEI et surtout Pro-SMEN. Et puis, vous avez le pôle énergie renouvelable en plein boom avec le club biogaz, un club stockage d'énergie. On prépare
une réunion en Bourgogne-Franche-Comté au dernier trimestre sur le stockage de l'énergie, le club Power to Gaz et le club Pyrogazéification, qui est porté par la délégation de Marseille. Et puis, pour vous renseigner, suivre à minima des bons retours d'expérience, une veille réglementaire, etc., il y a la revue Énergie Plus, fort intéressante et qui permet de mettre en avant des entreprises que nous aurons un peu débusquées sur le terrain, n'est-ce pas Claire? Effectivement. On a eu des retours d'expérience d'entreprises de la région et au national. Vraiment intéressant, c'est très concret en fait, cette revue. Super. Bien, si tu veux bien avoir la gentillesse, ma chère Alison, d'aller plus loin, je vais présenter ce que c'est que là, une nouvelle fois, nous nous sommes unis, les deux AT2E de Bourgogne-Franche-Comté et d'Ora, pour préparer ce sujet sur la mobilité. Il y aura d'autres occasions. Alors, l'AT2E Aura, eh bien, elle est présidée par notre amie Nadine Adra, une experte dans les domaines de l'énergie, et son adjoint Jean-François Lucas, qui est un ancien de l'AT2E et du CETIAT, que je salue, qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui pour présenter ce groupe, mais moi je suis membre de ce sympathique bureau où on retrouve bien entendu l'ADEME, GRDF, EDF, Engie, bien entendu l'AFNOR depuis le début, Dalkia, Claire Énergie, des bureaux d'études bien compétents dans plein de domaines, nos amis de Clogère, Automatique et Industrie, et je dois dire que voilà, on présente chaque année un programme qui n'est peut-être pas tout à fait prêt, je ne pourrais pas vous en dire un mot, mais qui sera prêt, qui sera en ligne sur le site de l'AT2E dans quelques semaines. Le slide d'après serait le bienvenu. Je vais continuer. Donc, côté Bourgogne-Franche-Comté, je ne vais pas représenter à nouveau Paul, notre présidente de la T2E, et puis Solène Guillet d'AFNOR, qui est déléguée régionale. Et du coup, même structuration. Donc, ce groupe AT2E regroupe l'ADEME de Bourgogne-Franche-Comté, des structures comme l'AEA au niveau agroalimentaire ou l'Agence économique régionale. Côté CCI, c'est moi-même qui représente. Et puis, des fournisseurs, des distributeurs, des bureaux d'études comme GRDF, Opal, Enedis, bureaux d'études comme OID et puis Planaire. Voilà. Donc, on a une bonne dynamique aussi en Bourgogne-Franche-Comté, comme en Aura. Comme le disait Paul, on a organisé la semaine dernière une réunion intéressante sur les nouveaux C2E et les actualités autour de ça. Et puis peut-être la slide suivante, je crois. Voilà, nous projetons d'organiser une grande conférence le 28 juin matin qui se déroulera à la CCI à Besançon. Et elle regroupera beaucoup de témoignages intéressants d'entreprises qui sont ISO 50001. Voilà, des retours d'expérience, des exemples, des petits tips. Enfin voilà, plein de choses. On est en train de le préparer, donc je vous en dirai pas plus, mais… Et le but, c'est d'introduire le nouveau pack industrie de la T2E, le nouveau programme SMEN qui est reconduit jusqu'en 2027, les amis. Et ça, c'est une super nouvelle. Et donc, voilà, on vous garde ça pour les prochains webinaires. Et on dit aux entreprises qui ne sont pas encore allées dans la démarche ISO 50001, allez-y, foncez, faites comme nos amis de STEF qui sont certifiés depuis de nombreuses années et qui maintenant vont avoir la parole pour nous présenter, voilà, le sujet du jour, STEF, mobilité et ISO 50001. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Sébastien et moi-même, nous sommes ravis de co-animer ce webinaire où nous aurons l'occasion de vous présenter le groupe STEF et également la démarche climat du groupe et avec un focus plus particulier sur le management de l'énergie. Donc, Anne Ringuet, je me présente, je coordonne la démarche management de l'énergie chez STEF au niveau de la France. Et je suis rentrée dans le groupe en 2003, donc en occupant différentes fonctions de direction de site et de méthode qualité, à la fois sur des business units et au niveau de la France. Donc, je laisse Sébastien se présenter. Bonjour, Sébastien Ortignac, donc je suis le directeur technique pour le véhicule pour le groupe. Chez STEF depuis 9 ans et 25 ans d'expérience dans le monde du transport, à peu près tous les postes d'une société de transport. Donc Anne va commencer par vous présenter l'entreprise, nos missions. Je reprendrai la parole après sur la partie véhicule et Anne conclura avec la partie management de l'énergie. Excusez-moi juste, si je peux me permettre.
Vous avez un Oui. petit module de questions qu'on va surveiller. Je voulais juste en Oui. parler, n'hésitez pas. Excusez-moi. Très bien. Donc, le groupe STEF, Si vous pouvez passer le slide d'après. Sa mission, effectivement, c'est un groupe européen qui a pour mission de connecter les acteurs du monde alimentaire pour approvisionner toutes les populations en denrées alimentaires au niveau Europe. Donc, sur le schéma suivant, vous pouvez voir que STEF est vraiment situé au cœur de la chaîne alimentaire, puisque tout commence avec, nous travaillons main dans la main avec les producteurs agricoles, avec les industriels qui nous remettent leurs marchandises. Donc, ça peut être des matières premières brutes ou alors des produits plus élaborés, prêts à être consommés. Et ensuite, nous, on va leur apporter comme prestation de service soit une expertise très opérationnelle, alors effectivement de transport, puisqu'on va déplacer ces marchandises vers les lieux de consommation, mais également, ça peut être des prestations de stockage, de préparation de commandes, ou alors de plus à valeur ajoutée de congélation. On a des tunnels de congélation sur certains de nos sites, voire même de conditionnement, avec parfois ce qu'on appelle du co-packing, où on va rajouter une étiquette, on va rajouter, regrouper des unités consommateurs pour des promotions, par exemple. Et ça, effectivement, donc ça va se passer sur nos plateformes qui sont implantées partout en Europe, et avec, en apportant parfois également une expertise transverse, c'est-à-dire des conseils sur l'optimisation de l'ensemble des flux que nous remettent nos clients, pour les optimiser, pour réduire les distances de déplacement, pour massifier les flux. Et ça, tout ça, on va le faire avec des solutions informatiques et digitales maison, puisqu'on a notre informatique, notre WMS maison, en apportant bien sûr des conseils, avec une solution digitale toujours plus agile pour répondre aux demandes de nos clients et aux marchés qui sont en perpétuelle évolution. Donc, le capital humain aussi est très important chez STEF, puisque cette société, en fait, est cotée en bourse et appartient majoritairement à ses salariés qui ont pris des parts dans le plan d'épargne d'entreprise. Donc, on s'appuie effectivement beaucoup sur le capital humain. Et les flux, en dernier bout de chaîne, on va les livrer sur le dernier maillon de la chaîne. Donc, ça va être parfois des plateformes logistiques, des grandes surfaces, des grossistes. On peut avoir également des restaurants. Et dans certains cas, on va aller jusqu'à livrer le consommateur final avec nos plateformes de e-commerce. Voilà un peu notre positionnement sur toute la chaîne alimentaire, sur les 3 gammes de température sur lesquelles nous travaillons. Donc, la majorité de nos flux sont représentés par du frais, c'est-à-dire pour nous, le frais, c'est 2-4 degrés. Ensuite, on a du surgelé, un peu moins de 15% de produits qui sont entre moins 18 et moins 21 degrés. Et puis le reste, c'est ce qu'on appelle le thermosensible, sec et ambiant. Donc là, vous retrouvez tout ce qui est biscuits chocolatés, chocolat, stocké entre 5 et 15 degrés. Donc, les grands chiffres du groupe, on ne va pas vous assommer de chiffres, mais vous donner quelques éléments quand même. Le groupe STEF a dépassé les 4 milliards de chiffre d'affaires, est implanté donc sur 8 pays européens avec 270 plateformes et plus de 5000 véhicules. Donc, on est passé de 10 000 clients à plus de 20 000 avec les derniers développements. Et en termes de collaborateurs, ça représente plus de 22 000 collaborateurs. Voilà, pour donner les grands chiffres. Steph. Donc, je laisse Sébastien continuer. Donc, en termes de présentation, de présence, on va dire, historiquement, le groupe STEF est implanté en France, puisque le groupe a plus de 100 ans d'ancienneté et était à la base une filiale de la SNCF. Mais on a essaimé notre savoir-faire au travers de l'Europe. Et les 2 derniers pays qui viennent d'intégrer le groupe sont l'Angleterre,
depuis le 1er janvier 2022 et depuis cette année la Hongrie via le rachat de la société SVAT. Donc, comme vous pouvez le voir, nous marchons sur deux jambes, transport et logistique, et c'est pourquoi nous avons des plateformes, beaucoup de plateformes à l'échelle de l'Europe, et avec évidemment des véhicules en propriété ou en sous-traitance, et on en parlera tout à l'heure. Sur le slide d'après, donc vous allez voir nos différents métiers, puisque Anne l'a présenté rapidement. On a 3 métiers majeurs, mais à l'intérieur de ça, nous avons des DAS, domaines d'activité spécifiques. Donc, on va transporter aussi bien du frais et le stocker, du surgelé, ça Anne en a parlé, le TSA, tempéré séquent alimentaire, Anne en a déjà parlé. Les 3 autres métiers au sein du groupe, on va trouver du e-commerce. Donc là, on va s'adresser directement aux consommateurs finaux que nous sommes. La RHD, donc restauration hors domicile, où on retrouve toute la distribution auprès des restaurants, que ce soit cantine ou restaurant beaucoup plus classique. Et le seafood, donc là, qui est dédié aux activités de la mer. La raison de cette segmentation, c'est que chaque marché ne s'adresse pas de la même façon et que l'on essaye d'avoir une réponse opérationnelle adaptée à chacun de nos clients. Donc 3 activités, transport, logistique, conditionnement, pour répondre aux attentes de nos clients. Si vous pouvez passer, donc une expertise RSE reconnue. Un de nos piliers, comme l'a dit Anne, c'est que nous avons un actionnariat salarié qui est développé, puisque 70% du capital appartient à ces salariés, essentiellement par le biais d'un PE, plus l'encadrement qui possède une partie de l'entreprise. Mais la partie dévolue à nos salariés représente plus de 50% du capital, ce qui est massif et relativement rare à l'échelle des entreprises de façon générale. Une partie de labellisation qui est, là on retrouve EcoVadis, ISO 50001, Objectif CO2, Lean and Green, donc effectivement des certifications à l'échelle de tous les pays. Là, le webinaire sera plus centré sur la France, mais la volonté du groupe, c'est que ce que l'on sait faire au niveau ISO 50001 à l'échelle de la France soit développé à l'échelle européenne, et ça fait partie des axes d'amélioration que l'on a au sein du groupe. Bon, les objectifs, j'y reviendrai de façon plus détaillée tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la démarche du groupe STEF a été communiquée sous un plan qui s'appelle Moving Green. Si vous pouvez passer, s'il vous plaît, 2 fois, comme ça on va attaquer directement sur l'activité de groupage qui est notre spécialité. On entend quoi par groupage? En fait, on se plaint souvent auprès du monde du transport de véhiculer du vide. Le cœur de métier de STEF, c'est réellement de faire du groupage, dégroupage. C'est-à-dire que l'on va récupérer de la marchandise, la massifier dans nos filiales, ça va partir vers une autre filiale, où là, ça sera rééclaté vers les clients de nos clients. En fait, nous ne possédons rien, nous sommes un maillon de la chaîne logistique et nous ne possédons pas la marchandise que nous transportons tous les jours. Donc, ce groupage, dégroupage génère de facto des économies de gaz à effet de serre, puisqu'on massifie plutôt que d'avoir chaque client qui va transporter vers ses clients. Là, aujourd'hui, on apporte une solution qui soit plus efficace, moins coûteux et meilleure pour l'environnement. Les démarches sont relativement anciennes, puisque nous allons fêter les 30 ans du PE, donc, qui est dans une démarche globale de la RSE. La partie, on va dire, management de l'énergie a démarré historiquement sur la partie électricité dans nos bâtiments, en s'appuyant sur les dispositifs de C2E. Et nous avons, il y a quelques années, décidé d'intégrer la partie carburant dans le management ISO 50001. Mais globalement, jusqu'à présent, au cours de ces 10 dernières années, ça a été 20% de tonnes transportées d'émissions de CO2 économisées, moins 22% sur les tonnes passées à quai, des énergies avec du froid cryogénique sur la partie des véhicules qui nous permet de décarboner de façon massive, et ce qui permet aussi de tester des technologies
même si ces technologies-là peuvent à un moment donné périr et disparaître par des phénomènes de non-acceptation par le marché. Nous avons des véhicules qui sont dernières normes, puisque nous avons une politique de renouvellement qui est rapide sur les tracteurs, puisqu'on renouvelle nos matériels tous les 3 ans, ce qui nous permet d'être à la pointe de la technologie en permanence. C'est un peu moins le cas sur les porteurs, mais ce sont des outils industriels que l'on peut moins optimiser, qui roulent moins, donc la détention sur les porteurs est plutôt sur 9 ans. Et les semi-remorques sont détenus sur 12 ans. On travaille évidemment sur nos bâtiments, donc les fluides fluorés, donc tout ce qui sert à refroidir, on essaye de maintenir et de renouveler nos plateformes et de rétrofiter nos installations froid pour être en permanence à la pointe à la fois de la technologie, mais des gaz les moins impactants pour la planète. Après, comme tout changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se teste, ça s'expérimente et on apprend à vivre avec des technologies qui ne sont pas forcément toujours matures, mais qui permettent de décarboner et de pouvoir généraliser après. La émission de CO2 sur l'Espagne qui ont été améliorées aussi de 75%. Sur la partie objectifs globaux de la démarche Moving Green, donc si vous pouvez passer, on a 3 piliers en fait. Je vais commencer par ce qui est dans mon champ, c'est que on a décidé d'ici à 2030 d'avoir des économies de gaz à effet de serre de moins de 30%. Alors vous allez me dire, c'est très tarte à la crème, les constructeurs communiquent là-dessus aussi. Nous, on a fait un plan que je vais vous détailler tout à l'heure, qui s'appuie sur la technologie, mais qui s'appuie aussi sur du management des personnes, et on en parlera après. Et ce plan-là, majoritairement, sera réalisé avant cette échéance-là. Sur la partie de nos bâtiments, on a décidé d'aller vers des énergies bas carbone d'ici à 2025. Alors, c'est facilité en France par l'énergie nucléaire, et vous le verrez qu'on n'a pas que ça, et qu'il y a de vrais programmes d'investissement sur du photovoltaïque, et même sur d'autres types d'énergie, de l'éolien, etc. Et que l'on s'intéresse aussi à l'hydrogène. Et enfin, un point qui est toujours important, c'est embarquer nos équipes. Donc, c'est former et sensibiliser nos équipes. Mais c'est aussi avoir des programmes d'accompagnement vers nos sous-traitants, puisque selon les pays, on va de 0% de sous-traitance à 90%. Donc lorsqu'on parle des émissions de gaz à effet de serre du groupe STEF, c'est toujours véhicules, bâtiments et sous-traitance inclus, et que on est beaucoup plus mature aujourd'hui sur notre parc, mais on se sert aussi de ça pour pouvoir parler d'une seule voix auprès de nos sous-traitants et pouvoir les accompagner. Sur la partie des plans d'action sur nos véhicules, donc vous l'avez vu tout à l'heure, 30% de gains de gaz à effet de serre se font sur deux piliers. Le premier qui est la réduction de la consommation de carburant de nos véhicules actuels. Donc on travaille avec des programmes d'éco-conduite. On a travaillé sur une notation de conduite pour rendre cet aspect-là ludique, puisque un litre au 100, ça parle à personne, et surtout pas à nos conducteurs. Par contre, de l'éco-conduite, tout le monde sait en faire. On a l'habitude de dire que lorsqu'il est 4 heures du matin, qu'on est avec sa petite famille, qu'il pleut et qu'on a 100 km à faire et que la jauge indique 50, vous arriverez à votre point de destination. Donc, on sait tous faire de l'éco-conduite. Par contre, on le fait massivement sous contrainte et que nos conducteurs, on en a plus de 3000 en France, il fallait trouver un levier qui soit ludique. Donc, on a créé une notation de conduite et on essaie de manager nos conducteurs par rapport à ça. Après, cette partie-là, ce n'est pas la partie la plus importante, puisqu'effectivement, les technologies nous apportent aujourd'hui le plus gros du gain d'économie en termes de gaz à effet de serre. Et on a décidé de s'appuyer sur 2 énergies principales que sont le B100, donc un biocarburant issu du colza, qui est donné par l'ADEME comme étant un réducteur d'émissions de gaz à effet de serre de moins 63%. Donc, ce n'est pas nos chiffres, on travaille réellement avec l'ADEME et on a intégré les surconsommations de ces carburants-là pour déterminer quel était le gain d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, on va avoir à peu près 30% de notre flotte au global d'ici à 2025 qui sera équipée de ce biocarburant-là. Et particularité très française de l'interdiction du diesel pour l'accès au centre-ville, on a travaillé plutôt avec du biogaz.
puisque le plan date de 2019 et qu'à l'époque, le B100 n'était pas un critère 1. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur ces deux carburants-là, mais on aura, en fonction des politiques des villes, on sera toujours en avance de phase pour avoir des véhicules qui décarbonent dans 100% des centres-villes français. Ensuite, l'amélioration de nos systèmes de réfrigération, on va passer par des groupes, on va dire, électriques ou engineless, c'est-à-dire que l'énergie pour produire du froid est récupérée sur la partie moteur du véhicule. Alors, au niveau des bâtiments, donc même si proportionnellement, ça représente moins de gaz à effet de serre que la partie véhicule, mais on a de beaux plans d'action qui sont lancés depuis déjà une quinzaine d'années. Donc, on va continuer à diminuer notre consommation d'énergie, donc principalement d'électricité, puisque effectivement, comme je vais vous l'expliquer juste après, dans notre système de management de l'énergie, on a encore de beaux leviers à aller chercher et on s'est fixé des objectifs assez ambitieux pour les 3 prochaines années de gagner encore 2% de performance énergétique par an. Donc ça, effectivement, ça va nous permettre de consommer moins, donc toute énergie non consommée, voilà, ce sont des gaz à effet de serre en moins. Et ensuite, pour s'affranchir d'énergie extérieure, on va continuer à installer des panneaux photovoltaïques sur nos sites. Donc là, on souhaite arriver à atteindre 20% de nos besoins. Donc on a déjà quelques sites qui sont équipés. Au départ, on équipait plutôt les sites situés dans le sud de l'Europe, mais là, progressivement, on étend le périmètre avec tous les sites qui peuvent être éligibles. Comme l'a dit Sébastien, effectivement, on s'appuie sur une électricité qu'on achète qui est essentiellement d'origine nucléaire, donc bas carbone. Mais après, si ça ne nous permet pas d'atteindre les 100% d'énergie bas carbone, on sera obligé en dernier recours en 2025 d'acheter quelques garanties d'origine renouvelable pour compléter ce dispositif. Mais ça sera vraiment qu'en dernier recours, puisqu'on essaiera déjà de travailler tous les autres leviers avant d'en arriver là. Au niveau du pilier donc, de sensibilisation de toutes les parties prenantes, comme le disait Sébastien, donc on va accompagner nos sous-traitants transport. Donc là, on a renforcé les contrats qu'on peut avoir avec eux en leur demandant de signer une charte achat responsable dans laquelle ils s'engagent à réduire leurs gaz à effet de serre, d'une part. Ensuite, on les a accompagnés également pour qu'ils obtiennent des certificats d'économie d'énergie. Donc ça représente à peu près 500 transporteurs pour qu'ils puissent renouveler leur flotte. Et puis, il y a aussi des séances de sensibilisation aux enjeux climatiques, comme on peut le faire pour nos propres équipes. Donc, pour nos propres équipes, il y a eu, depuis le lancement de la démarche Moving Green, il y a 2 ans à peu près, de nombreux cadres ont été formés par Carbone 4, donc aux enjeux climatiques, donc une formation présentielle, et également à disposition de tous les salariés qui ont un ordinateur chez STEF, sont disponibles des modules de e-learning qui s'appellent la Climate School, où là, c'est toute une base importante de connaissances sur le climat, les enjeux, les interférences entre voilà, les différents éléments, la biodiversité. Donc, ça représente de nombreuses heures de formation qui sont à disposition de chaque salarié. Et puis, bien entendu, cette année, par exemple, on va également renouveler tous nos outils de communication sur le management de l'énergie. Donc, ça va des supports pour les écrans télé des sites, vidéos, des affiches, bien entendu aussi. Donc, une chasse au risque énergie, on va essayer de multiplier les canaux pour pouvoir toucher chaque salarié et qu'effectivement, ils comprennent qu'un petit acte à leur échelle, ça a un grand impact pour le groupe. Donc on va continuer dans ce sens-là.
Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y en a une sur le chat qui est: considérez-vous l'électrique et l'hydrogène pour la décarbonation du transport? Alors, et la suite, c'est: les annonces constructeurs poids lourds s'orientent beaucoup sur l'électricité. Donc aujourd'hui, oui, on s'y intéresse puisque le groupe STEF a testé une semi pour la production, enfin avec un moteur à hydrogène pour la production du froid. La vision du groupe là-dessus, c'est que effectivement, les constructeurs communiquent beaucoup sur un arrêt des moteurs thermiques. Sur la partie poids lourd, c'est pas encore arrêté par l'Europe, mais on s'oriente vers un arrêt autour de 2040-2050. Et effectivement, une vision très européenne d'une transition vers de l'électrique dans un premier temps, puis de l'hydrogène, avec deux technologies qui seraient soit de l'injection directe et avoir un carburant hydrogène, soit avoir de la transformation d'hydrogène en électricité. On s'y intéresse, même si j'y mettrai un bémol, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène dans le monde du transport, c'est beaucoup de PowerPoint et assez peu de tests. Il en existe au moins un en France sur la région Méditerranée avec une dizaine de véhicules qui vont être ou sont mis à la route. Et le plus gros test qui existe aujourd'hui en Europe, c'est en Suisse, puisqu'il y a une quarantaine de véhicules hydrogène qui tournent et qui s'appuient sur un effacement des taxes liées au transport pour permettre de sponsoriser la filière. Donc l'hydrogène aujourd'hui, pour moi, c'est pas mature. On travaille dessus et on est sur des projets pour tester ces technologies-là, mais allez, on est sur un horizon entre 10 voire 20 ans. Pour la partie électrique, on est un peu plus proche. Donc le groupe n'a pas communiqué dessus, mais on a commandé une douzaine de véhicules à positionner en France. Là, notre objectif, c'est de déterminer quels sont les cas d'usage et d'apporter à nos exploitants une utilisation des véhicules qui générera des changements de comportement. Tant qu'on est sur des idées, nos exploitants ont du mal à se mettre dans le futur. Donc là, il faut vraiment qu'on livre les véhicules. Techniquement parlant, ce n'est pas beaucoup plus complexe que de livrer des véhicules poids lourds classiques, diesel ou GNV. Par contre, ça va modifier les comportements en exploitation puisque les véhicules n'ont pas les mêmes autonomies, ont des temps de charge qui sont beaucoup plus longs. Et quand vous expliquez à un exploitant que son porteur va avoir 200 km d'autonomie, froid inclus, alors que jusqu'à présent, il ne se posait pas la question, ça va nécessiter que l'on modifie à la fois nos outils d'exploitation, qu'on modifie les référentiels qu'ont les exploitants et que l'on vive avec une évolution technologique qui va évoluer vers plus d'autonomie, moins de temps de charge. Maintenant, ça va nécessiter aussi des infrastructures électriques fortement capacitaires, puisque Mercedes a présenté un tracteur l'année dernière à l'IAA à Hanovre qui permettait d'avoir 500 km d'autonomie en une demi-heure. Bon, il faut un chargeur d'1 mégawatt. Lorsqu'on questionne le réseau français, il y a un blanc, puisqu'à l'échelle d'un véhicule, c'est réalisable. Et comme sur nos plateformes, on a entre, on va dire, 10 véhicules et 150, c'est pas la même chose d'approvisionner autant de véhicules avec cette énergie-là. Donc, oui, l'électricité va arriver. Ça arrivera plus rapidement sur nos voitures que dans le poids lourd. Et derrière, on a besoin d'apprendre. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près moins d'une centaine de véhicules électriques qui roulent en France aujourd'hui. Ils s'y matriculent tous les ans 60 000 véhicules. Donc avant que la filière soit en capacité de proposer autant de diversité de véhicules qu'aujourd'hui, en diesel, il va se passer un peu de temps. Donc, mais oui, ça va arriver. Sur les autres questions, qu'en est-il du GNV? Donc le GNV, dans le GNV, il y a deux gaz, GNC et GNL. On a considéré que la technologie bio-GNL n'était pas encore mature au moment où on a fait le plan, donc on l'a écarté. Et qu'aujourd'hui, oui, effectivement, rouler au GNL permet d'être isodiesel, voire en dessous du diesel. Mais aujourd'hui, en s'appuyant sur les éléments de l'ADEME, le GNL est quasiment aussi polluant que du diesel. Donc ce carburant-là a été écarté. Sur le GNC,
On a fait un choix de n'acheter que du bio-GNC, même si on sait que l'on achète essentiellement des certificats d'origine contrôlée. Mais les véhicules qui vont rouler au GNV, enfin, au GNC en France seront des véhicules qui rouleront au bio-GNC. Maintenant, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, ce choix-là a été dicté par, au moment où on a fait le plan en 2019, il n'existait que le GNC qui était éligible au critère 1. Aujourd'hui, le B100 est un carburant qui est éligible au critère 1 et économiquement parlant, il est plus intéressant de rouler au B100 qu'au GNC, au moins dans nos modèles de production. Après, on a fait les exercices avec beaucoup de fournisseurs. Nos modèles sont ce qu'ils sont, mais ils sont agréés par tout le monde. Après, le GN n'est pas aussi polluant que le diesel. Moi, je vous renverrai vers l'ADEME. Lorsqu'ils donnent des chiffres qui sont quasiment aussi proches que le diesel en termes de gains de gaz à effet de serre, ce n'est pas une prise de parti, c'est pas une position politique que je fais, c'est je m'associe à l'ADEME avec les éléments qu'ils me donnent. Le B100 est toujours éligible au critère 1, malgré ce qui a été communiqué, puisque l'arrêté qui a été attaqué avait déjà été modifié. Et aujourd'hui, oui, le critère 1, le B100 est éligible au critère 1, comme le GNC et comme l'éthanol. Aujourd'hui, c'est à peu près les 3 seules énergies qui sont en disponibilité. Et puis moi, j'irai au-delà de ce débat gaz baissant. Nous avons besoin d'énergie pour décarboner. Nous avons besoin d'avoir des énergies qui soient réellement bio et qu'à un moment donné, le débat, il est là. C'est à quel moment les énergies seront réellement bio et que l'on arrêtera d'acheter du GNC pour sponsoriser la filière de méthanisation. C'est ça le vrai enjeu. On oublie toujours une chose, je trouve, dans les débats, c'est que l'objectif, c'est de décarboner. L'objectif, c'est d'avoir un transport propre, réellement propre. Moi, aujourd'hui, c'est pas mon métier, je suis pas à l'Europe, c'est pas à moi de décider quelles sont les énergies qui sont propres. Mon métier, c'est d'adapter le mode de transport avec les énergies qui décarbonent le plus, avec un coût qui soit limité, puisque je rappelle juste une chose, c'est que nous, la marchandise, on ne fait que la transporter. Par contre, à un moment, au bout de la filière, il y a un consommateur, et qu'aujourd'hui, le consommateur, surtout en période d'inflation forte, ce qu'il cherche, c'est de l'arbitrage par le prix. Il faut quand même se rendre compte que la consommation de produits frais en France a baissé par rapport à l'année dernière. Nous, on estime qu'elle est entre 5 et 7%, parce qu'on voit entre 5 et 7% de produits en moins transportés dans nos véhicules. Globalement, on est un acteur majeur au niveau européen, donc ce qui se passe aujourd'hui chez nous se passe globalement ailleurs. Donc l'objectif, il est réellement là, c'est oui, il faut décarboner, il faut qu'on ait le plus d'énergie disponible à notre disposition pour agir en fonction des cas d'usage de chacun. Après, critères sanitaires, pas critères sanitaires, moi, c'est pas mon débat aujourd'hui. C'est quelles sont les énergies à disposition que l'on a, et j'espère qu'il y en aura le plus possible, et que là, c'est le rôle de l'Europe pour ça. Après, le rôle de chacun des pays, c'est de mettre ces énergies-là dans les systèmes qui sont critères en France, mais qui sont d'autres au niveau européen, et que je pense qu'on verra arriver d'autres énergies liquides. On parle aujourd'hui beaucoup des énergies, des carburants de synthèse, avec le débat qui a eu lieu aujourd'hui au niveau de l'Europe. Mais on verra ces carburants-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut décarboner avec des carburants qui existent aujourd'hui, voire même que l'on peut mettre dans nos véhicules, sans modification aucune. Donc aujourd'hui, c'est ça l'enjeu pour moi. C'est comment est-ce qu'on fait pour décarboner, comment est-ce qu'on fait pour rendre ces énergies-là, carburants de synthèse, éligibles et disponibles. On parlera certainement demain de e-fuel, c'est-à-dire mélanger de l'hydrogène dans des carburants déjà existants. Et tout ça permettra de décarboner. Parce que oui, le transport s'est toujours adapté. Il y a 150 ans, on roulait en calèche. Aujourd'hui, on roule avec des véhicules diesel qui sont les véhicules qui permettent d'avoir le plus de flexibilité au rapport économique le plus faible possible. Donc notre objectif, c'est effectivement de décarboner au maximum.
et de décarboner avec le moins d'impact possible pour nos clients finaux et pour leurs clients à eux, c'est-à-dire nous en termes de consommateurs. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous connaissez votre sujet, monsieur. Bravo. Et en tout C'est cas, mon métier. vous nous mettez au chômage, ma collègue et moi, parce que vous répondez aux questions en direct, quoi. Super. Donc, j'espère que Patrick Mukuna, Cassandre, Yvon Houry ont eu satisfaction de cet échange. N'hésitez pas à reposer des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les aspects de mobilité? On a évoqué également, et ça je tiens à le souligner, la forte action de sensibilisation, formation des collaborateurs. Dans le domaine des entreprises manufacturières, on ne retrouve pas ça d'investissement, sur lequel je pense que vous allez revenir, je pense, Anne. Oui. J'ai une question, il y a 2 questions qu'il faudrait que l'on précise, c'est émission scope 1 et 2 du groupe STEF et l'option PPA, vous entendez quoi par PPA? Oui, moi non plus, j'ai pas compris. PPA, c'est Yvon Houry qui a posé cette question. Yvon, n'hésitez pas à réexpliquer. Qu'est-ce que l'option PPA pour l'électricité? Si vous êtes toujours avec nous, Yvon, vous avez encore la possibilité d'aller plus loin sur la question. N'hésitez pas. Bon, on va poursuivre en attendant que les précisions se passent et Anne va continuer avec nos UES. Ah oui, il va compléter, Yvon. Allez-y, Sébastien. Yvon va compléter. D'accord, très bien. Alors, le management de l'énergie chez STEF, effectivement, ça remonte à bientôt une quinzaine d'années, en 2008, où les premiers plans d'action énergie ont vu le jour avec la crise économique. Et ça s'est concrétisé par différents projets, dont une certification ISO 50001 en 2014, au départ avec l'électricité et ensuite en rajoutant le carburant en 2018. Donc l'année dernière, on a passé notre 9e audit de certification, donc avec la FNOR. Et ça représente sur l'échelle de la France 140 sites physiques et 170 entités juridiques. Donc c'est quand même un beau périmètre. En effet. À animer. Confirme. Donc, concernant donc les usages énergétiques significatifs, donc qu'est-ce que c'est qu'un usage énergétique significatif? C'est l'utilisation de l'énergie qui représente à la fois un grand pourcentage de la consommation et sur lesquels on peut encore avoir des moyens, des leviers d'action. Donc, au niveau du transport, nos US, nos usages énergétiques significatifs, ce sont les porteurs et les tracteurs. Donc là, effectivement, on va bien entendu suivre nos consommations de carburant, alors que ce soit du diesel, que ce soit du B100, que ce soit du gaz, etc. Peu importe le carburant, on va suivre toutes ces consommations-là en les comparant en les ramenant aux 100 km et en les comparant avec le même mois de l'année d'avant. Et côté plateforme entrepôt, donc tout ce qui est immobilier, notre UES, c'est le froid, bien entendu, puisqu'on est dans le secteur alimentaire avec nos 3 gammes de température. Et là, bien entendu, pour le froid, on va suivre nos consommations à la fois d'électricité brute et également notre indicateur de performance énergétique. Donc là, c'est un modèle statistique qui va calculer la consommation théorique que l'on aurait dû avoir compte tenu de l'activité et de l'environnement et que l'on compare au réel pour savoir si oui ou non on a été plus performant que les précédentes années. Donc voilà ce qu'on suit comme nos indicateurs clés. Et on voulait aujourd'hui vous parler de 4 actions clés que l'on mène chez STEF et qui sont au cœur de notre système de management de l'énergie. Donc, Sébastien vous a parlé côté véhicule de la notation de conduite. Effectivement, c'est un levier de management. Donc, sur les sites du directeur de filiale au référent de conduite, tous les acteurs suivent ces notations de conduite et parfois certains conducteurs se challengent eux-mêmes puisqu'ils ont les résultats bientôt sur leur téléphone. Donc ça, c'est un levier qu'on actionne puisque les constructeurs nous aident également
en apportant des améliorations, bien sûr, au niveau des nouveaux véhicules. Mais nous, voilà, on agit sur ce sur quoi on peut agir, c'est-à-dire le management. Et si je peux me permettre, donc l'objectif a été de rendre le plus ludique possible pour nos conducteurs. Et donc, on a créé avec un fournisseur qui s'appelle Fleet Energy une notation de conduite qui permet à chacun des conducteurs de pouvoir avoir le lendemain de sa tournée sa notation de conduite avec des éléments qui lui permettent de pouvoir améliorer sa conduite, partant du principe que plus la note est élevée, plus la consommation est optimisée. Donc, on ne parle plus de chiffre de consommation en litres au 100, mais on parle de utilisation à l'optimal d'un véhicule. Pouvez-vous nous redire le nom du prestataire que vous utilisez? Fleet Energy, ex-Alert Gasoil. Très bien. C'est une appli du coup. OptiFleet, voilà, c'est une. Après, l'OptiFleet, c'est le nom de la notation de conduite chez nous. Mais le fournisseur, historiquement, s'appelait Alert Gasoil. C'est une start-up marseillaise qui a bâti un outil de mesure de la consommation fiable, avec des jauges spécifiques qui sont implémentées dans les réservoirs. Et il récupère un tas d'informations. Donc, on s'en est servi pour utiliser ces informations d'utilisation du véhicule pour bâtir une notation qui rend le sujet ludique. Un peu comme sur les voitures modernes où vous avez une notation. C'est exactement la même chose, sauf que quel que soit le véhicule que prend le conducteur, il va avoir sa notation à la journée, mais aussi une compilation en fin de mois, et on va pouvoir benchmarker ce conducteur-là. Il va pouvoir s'améliorer avec des petits tips qui arrivent directement sur son téléphone, ou aller voir les formateurs pour dire voilà, j'y arrive pas, venez m'aider et venez avec moi pour voir comment ça se passe. Voilà. Et certaines filiales sont en train de travailler pour implémenter ces notations-là dans les accords d'intéressement. Ah, très bien. OK. Vous regarderez la question d'Yvon qui nous redit ce que c'est que le PPA. Regardez, Oui, Sébastien. On en parlera un peu après, puisque Anne vous le présentera, mais on a une structure qui est dédiée à l'achat de l'énergie chez nous, qui s'appelle Blue Ener Freeze. Et donc, oui, les PPA rentrent dans le cadre de ces activités-là. Donc, je ne pourrais pas vous donner le détail exactement, parce qu'on a spécialisé cette activité dans une entité qui nous vend des frigories. Et donc, pour vendre des frigories, il faut acheter de l'électricité pour produire du froid. Et donc, c'est dévolu à cette entité-là. D'accord. Ça tombe bien, belle transition, puisqu'effectivement, j'allais parler de cette filiale spécialisée sur l'énergie chez Steph, Blue Ener Freeze, qui a des équipes qui comprennent des personnes, des frigoristes qui réalisent chez nous des diagnostics énergie tous les 4 ans sur la totalité de nos sites. Et donc, en fait, effectivement, il y a une réglementation depuis 2014 qui oblige les sociétés d'une certaine taille à effectuer des audits énergétiques tous les 4 ans par des sociétés extérieures. Et étant certifié ISO 50001, on en est exempté. Mais pour autant, on s'est dit que c'était une belle opportunité et en fait, on réalise l'équivalent de ces audits énergétiques en interne avec des frigoristes qui connaissent parfaitement nos plateformes, qui sont capables en quelques heures de nous délivrer un plan d'action qui va des mesures comportementales, des réglages sans investissement avec le gain associé en énergie, des investissements avec un retour sur investissement de moins de 4 ans, de plus de 4 ans, et donc à chaque fois les gains associés. Donc ces diagnostics énergie qui sont réalisés sur les sites sont digitalisés et ensuite chacun des sites va suivre l'avancement, va faire incrémenter les actions, ce qui fait qu'au niveau de la France, on pourra savoir exactement où on en est, quel gain il nous reste à aller chercher et ce qu'on a pu déjà récupérer. Et tout ce qui est lié à des investissements, on a créé, en fait, il y a à peu près 5-6 ans, ce type d'investissement-là, on considérait que du moment qu'on avait un ROI à 4 ans, les investissements étaient ouverts. On a essayé de professionnaliser les investissements au niveau des bâtiments chez nous liés à la maintenance. Et donc, on a créé des enveloppes spécifiques pour la partie ISO 50001. Donc, toutes les actions liées
à ces diags qui sont sortis ont une enveloppe spécifique qui est à la limite même pas forcément discutée avec la direction générale. C'est une enveloppe qui est constituée de ces rapports, de ces audits, et cette enveloppe n'est pas discutée. On pourra discuter et être benchmarké par notre direction générale sur le niveau de maintenance, etc. Mais on a décidé de sanctuariser cette partie-là pour éviter que les équipes fassent des arbitrages au niveau de leurs investissements entre maintenir une plateforme ou faire des économies d'énergie. On a considéré que les économies d'énergie étaient un enjeu majeur pour le groupe et qu'il fallait qu'on sanctuarise ces investissements-là. Super. Bravo, Donc ça là, c'est rarissime. Ça. voilà, on continue à avoir de beaux leviers d'action chez nous, d'autant plus que l'équipe qui réalise ces diagnostics a été renouvelée il y a 2 ans. Donc, en fait, ils nous apportent un nouvel éclairage, ils trouvent de nouvelles optimisations, dont effectivement celle qui concerne tout le pilotage des installations froides, qui est clé chez nous. Donc là, on s'appuie sur des référents énergie. Il y en a un par site. Et du coup, ces référents énergie, bah, ils vont être sur le terrain, ils vont pouvoir faire des rondes dans les salles des machines, pouvoir détecter les dérives éventuelles le plus tôt possible de manière à optimiser ces installations. Donc, je vais en reparler un petit peu plus tard des référents énergie. Et puis, on a également, depuis l'année dernière, la filiale Blue Enerfreeze spécialisée dans l'énergie a recruté des managers énergie de proximité. Donc là, ce sont des profils techniques également, frigoristes. Il y en a un par région et ils vont pouvoir aider les référents énergie à optimiser leurs installations, à mieux suivre leurs sous-traitants froids. Donc ça va permettre une meilleure réactivité et une meilleure fluidité dans cette gestion du froid. Alors, je vais développer un peu la partie référent énergie, enfin management de l'énergie chez Steph. Si vous pouvez passer sur le slide suivant. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, on se reposait entièrement sur nos référents énergie. On leur demandait de jouer différents rôles à la fois techniques et de management. Là, depuis déjà quelques années, on a changé un peu d'optique et on s'appuie sur le directeur de filiale de chacun des sites qui va impulser la démarche à ses équipes. Et ensuite, généralement, on a les membres de son CODIR, donc ça va des fonctions ressources humaines, contrôleur de gestion, qualité, bien sûr responsable technique, quelqu'un qui gère les conducteurs. Donc, toute cette équipe qui est parfois mutualisée, certains postes sont mutualisés sur plusieurs sites, chacun va jouer son rôle dans le management de l'énergie. Alors, si je peux me permettre, j'ai juste expliqué une notion avant. Le démarrage de la certification ISO 50001, c'est une démarche qui a été plutôt top-down. C'est-à-dire que c'est une décision de la direction générale liée à l'immobilier, notre volonté de réduire nos émissions de carbone et avec des leviers qui étaient essentiellement techniques. On a commencé à embarquer les équipes techniques du terrain, mais ce n'était pas forcément corrélé avec le management de la filiale. Lorsqu'on a passé le cap de l'énergie électrique bâtiment vers la partie managériale véhicule, on a vu le besoin d'embarquer aussi les équipes de direction de filiales, puisque dans l'organisation STEF, les filiales sont des centres de profit à part entière, avec une latitude qui est relativement importante pour les directeurs de filiales. Et donc, beaucoup de choses passent par l'implication de ces équipes dirigeantes, alors que jusqu'à présent, au-dessus, c'était relativement accepté et indolore, puisque c'était de l'invest, c'était des équipes techniques sur le terrain qui jouaient avec les réglages, etc. etc. Donc c'est là où l'arrivée de l'énergie, on va dire, véhicule, et où là, on est sur des leviers où en fait les économies, elles sont techniques, elles seront de plus en plus, mais il y a une grosse part jusqu'à présent qui était dans le pied de nos conducteurs. Et là, oui, le pied de nos conducteurs, ça se manage. C'est pas en décrétant qu'il faut faire de l'éco-conduite, en les formant régulièrement. Eux, ils ont d'autres contraintes qui sont liées à bien livrer, faire en sorte que les clients soient satisfaits, d'avoir des contacts avec l'exploitation, etc., etc. Donc, l'économie d'énergie n'était qu'un élément
de leur journée. Donc là-dessus, il a fallu passer par la strate managériale des équipes dirigeantes filiales pour que ce soit un sujet qui soit réellement dans les codires de ces filiales-là. C'est pour ça que le choix de vous présenter cette partie de là où on en est aujourd'hui, il faut quand même expliquer pourquoi on en est arrivé là aussi. Bien. OK. Et donc, ces référents énergie, qui sont-ils? La plupart du temps, effectivement, ce sont des responsables techniques des sites et ils vont avoir effectivement en priorité, bien sûr, le pilotage de leurs installations froid, le management des sous-traitants, mais ils vont jouer un rôle aussi dans le système de management de l'énergie puisqu'ils vont bien sûr suivre leurs indicateurs dont on a parlé et les plans d'action issus des diagnostics énergie et bien sûr participer aux différentes instances, audit interne, audit externe de l'organisme de certification. Et même si ce n'est pas uniquement leur rôle et qu'ils sont aidés par d'autres personnes de la filiale, participer à la sensibilisation des collaborateurs sur le terrain. Donc, ils jouent quand même un rôle d'ambassadeur. Et c'est vrai que sur un système multisite avec autant de sites, c'est quand même très important d'avoir un relais à qui on peut communiquer les changements, les nouveautés, les éléments clés du système de management de l'énergie. Et aujourd'hui, on va même jusqu'à les embarquer dans les outils qu'on leur mettra à disposition. Jusqu'à présent, encore une fois, c'était très top-down. Le club énergie regroupait des experts en communication, en froid, en véhicule, etc. Là, on a décidé d'intégrer cette strate-là pour faire des outils qui soient utilisés et qui soient réellement, qui répondent à leurs attentes. Le constat que l'on avait fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien beau de faire des affiches, elles sont belles techniquement, etc. En gros, elles ressortaient lorsqu'on faisait des audits, mais qu'il n'y avait pas de management. Et puis de la communication, ça vit, parce que y a l'énergie, il y a l'exploitation, etc. On a des campagnes liées à la sécurité santé au travail qui sont importantes. On a un plan mix-up sur les équipes. Donc tout ça, ça fait de la communication. Donc à un moment donné, on cherche aussi à rationaliser, faire en sorte que ça ne soit pas de l'affichage pour l'affichage, mais que ça rentre réellement dans le quotidien de nos équipes. Et on essaye, au départ, on avait essayé d'avoir des conseils qui pouvaient être utilisés à la maison. Donc voilà, donc réellement, c'est faire en sorte que les gens s'approprient la démarche et en intégrant cette démarche-là aussi pour eux. Puisque fermer la porte enfin, nous, on est à dire fermer les portes des bâtiments pour être En basique, absence d'activité. mais par contre, si on ferme la porte du frigo plus souvent, chez soi, on économise aussi de l'énergie. C'était vraiment ça On a fait des parallèles avec la vie du quotidien, effectivement. Vous venez de dire, et j'ai peut-être mal compris, Sébastien, mais finalement, vous avez un club énergie interne au bout du compte. Alors, c'est peut-être pas un club énergie au sens que vous l'entendez vous, c'est une réunion des spécialistes qui tournent autour de l'énergie. Et où chaque expert va apporter sa pierre à l'édifice. Par exemple, on a dû construire les grilles d'audit. Bien sûr, bien sûr. On les a pas, on les a pas trouvées sur Internet, etc. Donc, on a des spécialistes dans tous les domaines. On a des spécialistes du froid, on a des spécialistes du bâtiment, on a des spécialistes pour les véhicules que j'incarne, on a des spécialistes sur la communication. Et donc, du coup, autour d'ISO 50001, on a agrégé tous ces départements-là, sachant qu'on a un super sponsor qui est notre président. C'est vraiment une démarche qui n'est pas née comme ça. C'est vraiment notre président qui nous challenge. On le voit 1 à 2 fois par an spécifiquement sur ce dossier. Et chaque fois qu'on le croise dans les bureaux, il vient nous parler de l'énergie pour savoir comment ça se passe et quelles sont les dernières évolutions, etc. etc. C'est vraiment un sujet qui a embarqué toute l'entreprise, mais qui avait embarqué à un niveau, on va dire, service support et direction générale. D'accord. Pour que ça fonctionne, il faut aussi embarquer le terrain. Très bien. Vous êtes à peu près combien dans ce groupe, enfin dans ce club? Oui, enfin, donc cette équipe énergie, club énergie, on est à peu près une quinzaine de personnes. Le club d'experts. Voilà, oui. C'est ça.
Comme ça qu'il fait comprendre le système, Sébastien. Bien, super. Alors, C'est un je vais... noyau dur. Tout à fait. Donc, je vais passer à ce que nous apporte notre démarche de certification ISO 50001. Donc, effectivement, donc on est certifié depuis 2014, donc on a une certaine maturité, voilà, une certaine habitude d'interpréter les exigences de la norme. Et c'est vrai qu'on s'est posé même plusieurs fois la question, est-ce qu'il faut continuer le management de l'énergie sans la certification ou avec? Mais effectivement, chaque année, quand on a cette audit externe, et puis quand on voit aussi ce que nous apportent des exigences de la norme, le fait d'y répondre, en fait, ça crée vraiment une dynamique qui semble vraiment essentielle quand on a un groupe tel que le nôtre et autant de sites, pour vraiment embarquer toutes les strates de l'entreprise. Comme le disait Sébastien, notre président directeur général, qui est notre ambassadeur et qui est audité chaque année, qui entraîne toutes les équipes, qui rédige la politique énergétique. Ensuite, toutes les fonctions support, les opérationnels sur les sites, jusqu'aux collaborateurs. Si on n'avait pas cette certification, je pense que ce serait un peu plus difficile de dynamiser l'ensemble des strates. Et puis, ça nous remet en cause en permanence. Donc déjà, nous, on est assez exigeants avec nous-mêmes. On a déjà nos propres plans d'action pour améliorer nos pratiques. Mais ça nous apporte effectivement chaque année un regard extérieur critique et qui est constructif, hein, qui va dans le bon sens. Donc, du coup, ça nous permet de ne jamais nous reposer sur nos lauriers et voilà, en permanence, d'aller encore un peu plus loin, d'être encore un peu plus précis, un peu plus pertinent dans ce qu'on peut faire. Et puis, depuis un an, on souhaitait s'ouvrir à l'extérieur. Donc, du coup, on a intégré le Club Énergie Rhône-Alpes qu'anime Paul. Et là, c'est vraiment une bouffée d'oxygène parce que vraiment, ça nous permet d'anticiper toutes les évolutions réglementaires. Ça nous permet de nous conforter avec d'autres entreprises dont l'activité n'a rien à voir avec celle de Steph, mais qui nous apportent leur regard sur des problématiques qu'on peut avoir, qui sont communes. Et donc, du coup, entre ce club énergie et les différents webinaires organisés par AT2E, ADEME, on arrive à avoir des éléments pour anticiper toutes ces évolutions qui sont assez importantes ces derniers temps et ce monde qui bouge assez vite. Voilà. Donc, la remarque de Xavier Clément, on crée une dynamique managériale, oui. Encore une fois, on ne fait pas de la norme pour la norme. On fait de la norme pour l'intégrer dans nos process et pour s'améliorer en permanence. On est, on va dire, parmi les 2 premiers transporteurs sous température dirigée en Europe. L'autre majeur est allemand et s'appelle Nagel. Donc, on est obligé de rester en avance. Et comme je le disais tout à l'heure, la stratégie RSE, il n'y a pas que les économies d'énergie. C'est quelque chose qui est très ancien chez nous. Je rappelle, on va fêter les 30 ans du PE cette année. Donc, il y a une vraie dynamique d'entreprise au plus haut niveau. Mais une décision au plus haut niveau ne fait pas une application sur le terrain. Donc, pour, encore une fois, sortir de la norme pour la norme, on est obligé d'embarquer les équipes. Il faut que ça devienne quelque chose qui soit naturel. Au plus proche on sera de nos équipes, au plus proche on sera intégré dans nos process, au mieux ça se passera. Et l'objectif, quelque part, c'est qu'ils fassent de la norme sans s'en rendre compte et que l'on ne rajoute pas de la lourdeur de la norme, puisque c'est un des facteurs qui fait que ça se diffuse pas, en fait. Lorsqu'on est trop lourd, lorsque les gens ne comprennent pas le sens, il y a forcément des réticences au changement. Or là, le changement, c'est, encore une fois, c'est décarboner. C'est faire en sorte que l'on puisse vivre dans des villes qui soient plus vivables, que l'on pollue moins. C'est ça réellement l'objectif. Après, effectivement, on est une entreprise, on est là pour se développer, on est là pour gagner de l'argent, pour pouvoir investir, etc. Mais à un moment donné, on poursuit des objectifs qui ne sont pas juste de l'affichage politique et de la communication. C'est vraiment dans les gènes de Steph. Et c'est ça que l'on veut pouvoir essaimer et rendre génétique auprès de toutes nos équipes.
Et d'ailleurs, Bien, ces super. dernières années, avec la maturité qu'on a pu acquérir vis-à-vis de la norme, on a toujours simplifié les choses, enlever ce qui n'était pas à valeur ajoutée, et on garde vraiment le strict minimum qui a du sens et qui apporte quelque chose à l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est bien vu de la part des équipes, cette simplification. En 2014, c'était beaucoup plus scolaire, beaucoup plus lourd. Là, maintenant, on est arrivé à avoir un système un peu plus agile. Et aujourd'hui, c'est une remarque qui me vient. On parlait tout à l'heure de l'électricité. Un des premiers freins au déploiement des véhicules électriques chez nous, ça a été oui, mais sur les bâtiments, on va consommer plus. Par rapport à la norme, on ne va pas être bon. Donc, vous voyez que on a besoin d'expliquer les choses parce que l'arrivée de nouveaux véhicules va impacter nos bâtiments, va faire en sorte que l'on va consommer plus d'électricité. Et nos équipes techniques au départ ont dit, bah, attendez, vous nous demandez au quotidien de réduire les consommations et là, vous arrivez avec des éléments exogènes. Donc il a fallu réellement embarquer tout le monde, leur expliquer les économies que l'on faisait sur la partie carburant fossile et que oui, effectivement, ça allait impacter les consommations de leurs bâtiments, mais qu'on mettrait des sous-compteurs, qu'on pourrait identifier ce qui va vers les bâtiments de ce qui va vers les véhicules, etc., etc. Donc, vous voyez, on a la chance d'avoir des gens qui sont impliqués. Je pense que c'est lié aussi en partie par notre PE. Hein. Lorsque vous avez des salariés qui sont actionnaires de l'entreprise, forcément, on a un regard différent sur ce qu'on fait au quotidien et une appropriation. Donc, c'est pour ça que là, l'action locale peut venir en confrontation avec l'action nationale. Et là, on a un besoin, une nécessité de communiquer là où on va, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, et y compris au niveau de notre direction générale, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de construire une vision claire de là où on veut aller. Et notre rôle d'expert, c'est aussi ça, c'est d'éclairer tout le monde. C'est d'éclairer notre direction générale pour dire voilà ce qui va arriver dans les années qui viennent. Il faut qu'on se prépare. Et après, c'est éclairer les équipes pour dire voilà où on va aller, pour quelles raisons. Et on essaie de limiter les impacts sur ce qu'ils font au quotidien. Bien. Est-ce que j'ai lancé un petit message à tous? Si vous avez des dernières questions, ben c'est maintenant, s'il vous plaît, car nos amis sont arrivés, je dirais, au Il y terme. avait À un moins que vous dernier ayez slide, mais bon. Vous voulez dire quelque Il y avait chose, Anne? encore deux slides, Paul. Ah, excusez-moi, je vous demande pardon, Anne. Je vous prie de C'est pas m'excuser. grave. Donc, oui, juste pour donner sans s'attarder, mais les résultats en 2022, effectivement, nos plans d'action sur l'énergie nous ont permis d'économiser plus de 13 000 mégawattheures d'électricité. Donc, ça représente la consommation de 1 350 foyers français en moyenne annuelle. Donc, ça, c'était déjà les résultats côté électricité. Et dans les perspectives à venir, donc, je vais parler de l'immobilier, puis je laisserai après Sébastien parler des véhicules. Effectivement, nous avons comme projet d'équiper encore 51 nouveaux sites en panneaux photovoltaïques de manière à atteindre 80 mégawatts crête d'ici 2025. Et quant aux véhicules, bah, on va continuer à accélérer la décarbonation en Europe, puisque là, on a un plan réellement drivé pour les sous-traitants qui est en train de se mettre en place. Et c'est parce qu'on a besoin de les embarquer. Aujourd'hui, le plus simple, ça a été notre parc. L'objectif est déjà de déployer notre stratégie, mais on est déjà en train de préparer le coup d'après en faisant des tests sur de l'électrique, que ce soit de l'ASMI, du tracteur, du porteur. On s'intéresse à l'hydrogène. Mais ça, oui, c'est lointain, mais 10 ans, c'est demain à l'échelle de embarquer une direction générale sur les plans de demain. Voilà. Bien. Dernière question, s'il vous plaît. Oui. Pour l'instant. Je crois qu'on a fait, on a vu pas mal. Alors, oui, le fichier vous sera envoyé parce que il n'y a pas de données confidentielles et on l'a travaillé avec les équipes d'AT2E pour que justement ça puisse être diffusé. Donc oui, vous aurez le fichier. C'est gentil à vous, merci infiniment. D'autres questions apparaissent?
On est un petit peu en avance par rapport à l'horaire que nous avions prévu, mais voilà, on s'était donné de la souplesse, je dois dire. Ah, il y a une question. Ah, il y a une question, Voilà. dis-nous, Claire. Avez-vous un plan de réduction Alors. de consommation en ligne avec le décret tertiaire? Alors, effectivement, quand le décret tertiaire est arrivé, nous avions déjà lancé des plans d'action sur l'énergie depuis plusieurs années, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, là, ça fait bientôt une quinzaine d'années qu'on a lancé nos premiers plans d'action. Donc, en fait, nous allons pouvoir répondre au décret tertiaire en utilisant, il y a 2 méthodes de calcul, plutôt les valeurs absolues liées aux mêmes entreprises du même métier que nous. Et du coup, voilà, on n'a rien fait de spécifique pour le décret tertiaire puisqu'on avait déjà lancé, on était déjà dans la dynamique avec nos diagnostics énergie qui chaque année nous permettent de retrouver de nouveaux leviers et qui vont nous permettre du coup d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Toujours un coup d'avance, en fait. Bravo. Merci Didier pour la question. On a cette obligation-là d'avoir un coup d'avance, mais on a un coup d'avance. Après, encore une fois, le coup d'avance, il est aussi drivé par le fait que une de nos missions sociétales, c'est aussi de travailler cette partie-là. Donc, on est un gros consommateur d'énergie, à la fois sur les véhicules et sur les bâtiments, parce que pour produire du froid, ça ne se fait pas de façon naturelle. Donc, forcément, on a besoin de travailler ces sujets-là et d'être en avance de phase, puisque notre ancien président avait toujours l'habitude de dire, entre le moment où j'ai une idée et le moment où elle est sur le terrain, il se passe 10 ans. Alors, ça peut être plus court, mais à un moment donné, on n'est pas loin de ça, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on embarque tout le monde. Il y a beaucoup d'experts, donc le temps qu'on réunisse tout le monde, qu'on soit réellement dans la plaque, oui, ça prend du temps. Alors, l'objectif de moins 40% en 2030 vous semble atteignable? Oui, parce qu'on l'a construit avec des éléments qui soient techniques. Là, c'était le décret tertiaire. C'est pour les bâtiments. Ouais, D'accord. la question. Mais en fait, du coup, c'est soit par rapport à une année de référence, les moins 40%, soit des valeurs absolues liées aux entreprises qui ont la même activité. Donc, nous, on va choisir comme on avait déjà économisé, fait des économies avant les dates de référence, on va choisir cette deuxième méthode de calcul. Et comme vous l'a dit Anne tout à l'heure, ce qui nous paraît étrange, c'est qu'effectivement, on trouve des leviers permanents. Et l'année dernière, lorsqu'on a lorsqu'on a présenté les plans et les objectifs de réduction des consommations énergétiques, même notre président a été étonné en disant ça fait des années qu'on fait des choses, comment est-ce qu'on peut retrouver des leviers? Oui, la technique nous apporte des leviers, avoir un coup d'avance, comme vous dites, effectivement, 10 ans de retard sur des idées, ça peut être dangereux, mais en attendant, on essaie d'avoir 10 ans d'avance. Donc, des décrets tertiaires, comme l'a dit Anne, on était déjà en mouvement depuis plus longtemps, qu'effectivement, on participe aussi avec les gouvernements successifs à travailler ces sujets-là. On fait partie de l'association française, la chaîne logistique du froid, qui embarque le transport et la logistique. Donc, on travaille sur tous les plans. Et effectivement, la réglementation, en général, on ne la subit pas. On a participé à l'écrire. Et du coup, ça nous permet de nous mettre en mouvement aussi. C'est vraiment une vision très large et très macro. Certes, on a la chance d'être chez Steph et d'avoir cette puissance de feu-là et des gens pour opposer à chaque fois à tous les interlocuteurs que l'on peut avoir. Mais ça fait partie aussi de notre génétique, en fait. Voilà, je pense que. Écoutez, je crois qu'on a, je ne veux pas me tromper, mais épuisé les questions. Tout à fait. Hein? Il est temps, si vous avez quelques dernières questions, il faut le faire assez vite, parce qu'on va clôturer. En tout cas, on sent bien les valeurs RSE et l'engagement. Merci beaucoup, c'est très enrichissant. Moi, je considère que ça fait partie aussi de notre mission de pouvoir communiquer et de pouvoir informer. Après, c'est évident qu'on a quelques prismes Steph et que l'on est des fois à contre-courant sur ce qui peut se dire.
Par contre, on a essayé de fouiller et on l'a adapté. Donc, effectivement, il y a des sujets sur lesquels c'est notre vision par rapport à nos cas d'usage et notre façon de procéder, notre façon de produire, et que du GNL chez nous, bah, on ne voit pas l'intérêt. Par contre, et on essaye de l'étayer parce que auprès de notre direction générale, il faut qu'on leur dise aussi parce que bon, on est bien compte qu'ils font pas, ils participent aussi à des salons, ils participent à des interventions et qu'à un moment donné, ils viennent nous voir en disant au fait, j'ai entendu parler de ça, pourquoi tu m'en as pas parlé? Est-ce que tu peux me faire un topo? Donc on est aussi benchmarké par notre direction générale sur on en est où, pourquoi tu m'as pas parlé de tel techno, donc on est obligé de se tenir au courant en permanence. Et du coup, bah, ça fait partie de nos métiers, et que ce soit un ou moins, participer à des webinaires pour apporter un éclairage, qui n'est qu'un éclairage parmi tant d'autres. Mais au moins, on essaie de faire participer et de faire profiter de notre expérience au plus grand nombre. En tout cas, vous êtes félicité par plusieurs participants. Et par nous, ma camarade Claire et moi, eh bien, écoutez, on vous remercie chaleureusement, ainsi que l'équipe AT2E qui vous a encouragé à faire cette présentation et qui a été avec vous dès le début pour tout ce qui a été les préparations. Donc, merci à tous les deux de cet investissement. Merci à l'entreprise Steph d'avoir été présente. Claire, attends, un petit mot aussi de ta part? Eh ben, écoutez, non, merci à tous. Et puis surtout, n'hésitez pas pour ceux qui sont proches de Besançon à venir le 28 juin nous revoir avec beaucoup de témoignages d'entreprises, comme je l'ai dit. Et puis, rendez-vous bientôt. Hein. On n'a pas encore programmé de nouvelles dates de webinaire, mais on a plein d'idées. Oui, merci infiniment. Bonne fin de journée, bon week-end. Bon week-end à tous. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.